Bonjour à tous. Alors voilà une petite série de vidéos pour compenser les cours qu'on ne peut pas faire en présentiel. On démarre aujourd'hui avec sur le chapitre 7, donc outils et méthodes, à la page 8. Le coefficient multiplicateur, on va faire, et on fera juste après le taux de variation. Donc si jamais dans votre groupe on a déjà fait le coefficient multiplicateur, vous pouvez avancer la vidéo jusqu'à la partie où on traitera du taux de variation. Et sinon, vous pouvez la revoir rapidement pour réviser et que ce soit bien compris. Alors voilà, donc deux autres calculs que l'on utilise beaucoup en SES. Je rappelle, les premiers qu'on utilisait, c'était le pourcentage de répartition et attendez, je vais vous le mettre, les afficher, hop là, en dernière page. Voilà, ici on a un petit récapitulatif. Voilà, donc les premiers calculs que l'on a appris, c'était les calculs de proportion ou de pourcentage de répartition. Voilà, donc là, pas trop de difficultés. C'était une donnée par rapport à une autre qui nous sert de référence, multipliée par 100 pour que ça s'exprime en pourcentage. On avait vu également le calcul de l'écart. Alors l'écart là ici n'apparaît pas dans la synthèse, mais l'écart c'est simplement on fait une différence. Il n'y avait rien de compliqué sur la différence, à part que bon, il faut refaire un peu de calcul de tête. Et il y avait un petit piège, c'était quand on calcule un écart sur des données en pourcentage, eh bien le résultat, attention, est en point de pourcentage et pas en pourcentage. Si une donnée passe de 10% à 20%, eh bien on fait 20 moins 10 et on a plus 10, et ce plus 10, ça veut dire qu'elle a augmenté de 10, attention, point de pourcentage. Voilà. Et donc les deux calculs qui nous restent à voir, c'est donc le coefficient multiplicateur, qui là nous donne un multiple, par combien de fois telle chose a été multipliée par rapport à telle autre, ou alors combien de fois cette chose est inclus dans telle autre. Et le taux de variation que l'on verra, qui cette fois nous donnera une augmentation ou une diminution, mais cette fois exprimée en pourcentage et pas en point de pourcentage, contrairement à l'écart. Voilà, donc on est reparti pour le coefficient multiplicateur. Ok, je suis un peu trop loin. On est donc page 8 sur le coefficient multiplicateur. Donc, comme déjà dit, un coefficient multiplicateur, ça permet de voir par combien est-ce qu'il faut multiplier une donnée pour obtenir une autre donnée. Donc pour le calculer, la formule est située ici. Je vais voir si je peux faire, voilà, elle est ici. C'est la valeur que je cherche à mesurer, que je compare à une valeur qui me sert de référence, et je vais dire la valeur mesurée fait tant de fois la valeur de référence. Voilà, donc ici un petit exemple, on veut voir comment a évolué le PIB entre 2017 et 2000. Donc 2017, c'est la valeur que je cherche à mesurer, je cherche à évaluer mon PIB de 2017 ou le PIB de 2023, enfin 2022, parce que celui de 2023, on est à peine en train de le faire, donc on ne peut pas encore le connaître. Le PIB de 2022, c'est celui que j'ai, mais je cherche à savoir si ça fait beaucoup, donc je le compare à quelque chose du passé. Eh bien, par exemple au PIB de l'année 2000, et hop, je regarde, ça me permet de savoir si le PIB d'aujourd'hui c'est beaucoup ou pas. Et voilà, donc le PIB de 2017 c'était 2291,7, donc c'est des milliards d'euros. C'était 1478,6 en 2000, et donc on voit que quand on fait cette opération, on voit que le PIB a été multiplié par 1,55. Voilà. Alors une autre formule pour le coefficient multiplicateur, c'est la même formule, mais quand on mesure non pas des données qui sont du même moment, mais des données qui évoluent dans le temps, eh bien la formule, au lieu d'être valeur mesurée sur valeur de référence, ça devient valeur d'arrivée sur valeur de départ. Donc c'est la même chose en réalité. La valeur d'arrivée, c'est généralement celle qu'on cherche à mesurer, à évaluer. Et la valeur de départ, c'est celle qui nous sert de référence. Donc c'est exactement la même chose. Le seul truc, c'est que bien sûr, quand vous faites ce genre de calcul, il faut bien mettre la valeur d'arrivée, donc la valeur finale, en premier. Donc on commence par la fin, c'est un petit moyen mémotechnique. Dans ce genre de formule, à chaque fois, vous verrez, quand on a des données qui ont évolué dans le temps, vous commencez par les plus tardives. Voilà, donc on commence par la fin, et ensuite on le compare au début.
Voilà. Pour l'ordre de l'opération, parce que des fois vous ne savez pas trop s'il faut mettre lequel il faut mettre en haut, lequel il faut mettre en bas, c'est simple, vous commencez toujours par la fin, le plus tardif, et vous terminez la formule par la date de départ. Voilà. Ok, donc ensuite, pour finir, comment on formule le résultat si j'obtiens 1,55, si j'obtiens 3, si j'obtiens autre chose, eh bien, vous devez toujours alors rappeler la source. Donc là, on a un petit exemple qui n'est pas complet, mais selon l'INSEE, donc je vous ai appris à être un peu plus précis, selon des données publiées par l'INSEE en telle année. Bon, là, on n'a pas l'info, mais en général, vous l'avez dans les documents. Donc on rappelle bien sûr la source. Ensuite, on construit notre phrase. Le PIB en euros courants, bon, c'est un élément. Donc le PIB en euros courants a été multiplié par, et en fait on verra que c'est ça. Cette phrase-là vous donnera, ce calcul-là vous donnera toujours une formulation de ce type-là. Donc le PIB en euros courants a été multiplié par 1,55 entre 2000 et 2017 en France. Voilà. Si on prend ici un autre exemple, donc en dessous, on a un autre exemple. Cette fois, c'est pas une évolution dans le temps, c'est un comparatif à un moment donné entre deux secteurs de l'activité économique. Et donc, on calcule la valeur ajoutée de chacun de ces secteurs. Donc, la valeur ajoutée qui est, rappelons-le, la différence entre le chiffre d'affaires ou la valeur de la production. En gros, le prix de vente prévu ou réalisé de la production. Et de ce prix de vente, on va retirer ce qu'on appelle les consommations intermédiaires, c'est-à-dire c'est toutes les choses qui ont été produites par des fournisseurs qui ne sont pas du même secteur ou qui ne sont pas de la même entreprise. Et bien donc, quand vous faites ça, vous obtenez la valeur ajoutée, donc ce qui a vraiment été ajouté soit par cette entreprise, soit par ici, c'est ce secteur de l'activité économique. Et donc, ça nous permet de savoir quelle est leur importance dans la création de richesse dans le pays. Et bien là, si on prend la valeur ajoutée de l'industrie et qu'on la compare à la valeur ajoutée de l'agriculture, on voit ici que la valeur ajoutée de l'industrie, c'est 285 milliards d'euros, enfin 285,8. La valeur ajoutée de l'agriculture, 34,5. En faisant un petit calcul, ça nous donne 8,8. Donc le résultat, c'est que selon des données publiées par l'INSEE en je ne sais pas quelle année, la valeur ajoutée de l'industrie, elle est tant de fois, ou elle est supérieure à celle de l'agriculture. Là, vous voyez que vous ne dites pas qu'elle a été multipliée par, parce que ça n'est pas une évolution, mais vous dites tout bêtement qu'elle est tant de fois supérieure à celle de l'agriculture. Voilà. Voilà pour les formules. Donc on va passer aux exos. Ah oui, juste avant de passer aux exos, bien entendu, ça marche quand la valeur d'arrivée ou la valeur dite qu'on cherche à mesurer est plus grosse que la valeur qui nous sert de point de référence. Donc ça marche quand les valeurs elles augmentent ou quand on a une valeur plus grosse. Mais il peut arriver qu'une valeur est diminuée ou que la valeur qu'on cherche à mesurer, on la compare à quelque chose qui est beaucoup plus gros. À ce moment-là, on a un problème parce que si on fait un coefficient multiplicateur, on va obtenir un chiffre plus petit que 1. Et donc à ce moment-là, c'est pas très pratique. Donc en fait, dans ces cas-là, il n'y a aucune difficulté. On inverse simplement la formule. D'accord. Donc dans ce cas-là, on fait un coefficient diviseur. Et donc là, on fait l'inverse. Au lieu de faire valeur d'arrivée sur valeur de départ, on fait valeur de départ sur valeur d'arrivée. Et donc simplement, dans notre formulation, au lieu de dire que ça a été multiplié par, si j'obtiens par exemple 4, au lieu de dire que ça a été multiplié par 4, je dirais tout simplement que tel truc a été divisé par 4 par rapport au départ. Voilà. Donc ici on avait un exemple. La population pauvre de Chine est passée de 99 millions en 2012 à 5,5 millions en 2019. Ok. Donc vous voyez, on passe 99 à 5,5. Donc si je voulais faire un coefficient multiplicateur, là je serais embêté parce que 5,5 c'est beaucoup plus petit que 99. Et donc là je fais le calcul en inversant et j'obtiens donc 18. Et je peux donc dire que la population pauvre a été divisée par 18 en cette année. Voilà. Ok, pour dernier élément avant de passer aux applications, c'est quand est-ce qu'on utilise une formule plutôt que l'autre, quand est-ce qu'on utilise plutôt un écart, plutôt un coefficient multiplicateur ou plutôt un taux de variation. Donc le coefficient multiplicateur, il est surtout utilisé quand les écarts
sont des multiples de 2, 3, 4, 5. Ou quand quelque chose a été divisé par 2, 3, 4 ou 5. D'accord ? Donc par exemple là, en fait dans l'exemple, le premier exemple qu'on avait donné, là, quand c'est 1,55, on le voit, hein, on voit que le PIB 2017, ça n'est pas le double ou le triple de celui de 2000. Donc dans ces cas-là, c'est vrai qu'on aura plutôt tendance à utiliser non pas un coefficient multiplicateur, mais l'autre calcul que l'on verra après, le taux de variation. Là, voilà, donc on utilise un coefficient multiplicateur à coup sûr quand quelque chose a été multiplié par 2, 3, 4, 5, hein, quand on le voit à l'œil, hein, ou alors que ça a été divisé pareil par 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est là que c'est le top, c'est là que c'est très bien de dire que quelque chose a été multiplié par 2, par 3, par 6, etc. Par contre, dire que ça a été multiplié par 1,3, 1,5, ça peut passer, mais à ce moment-là, il vaut mieux dire qu'au lieu de dire que ça a été multiplié ici par 1,55, ce que l'on peut faire, c'est calculer le taux de variation, et là, ça nous donnerait que ça ne donnerait pas 1,55, mais ce 0,55 nous explique là que ça a augmenté de 55%, en fait. Ok ? Si on avait eu 2, en fait, la formule, c'est qu'il faut prendre ce chiffre-là, on fait moins 1, et on multiplie par 100. Donc le moins 1, vous voyez que ça me laisse 0,55, et fois 100, ça me fait 55%. Voilà, c'est comme ça qu'on retrouve un taux de variation à partir d'un coefficient multiplicateur. Voilà, donc ça c'est toute la partie, on va dire, théorie. Voilà, donc pour finir, quand est-ce que j'utilise un coefficient multiplicateur ? Quand un coefficient multiplicateur donne un résultat qui est supérieur à 2 ou quand c'est un coefficient diviseur qui est supérieur à 2, à ce moment-là je l'utilise, sinon j'exprime plutôt mon résultat à l'aide d'un taux de variation. Ok, donc on y va pour les exos. Donc, petite présentation des exos. Il faut que je change, c'est là. Voilà. Pour pas avoir les résultats tout de suite. Voilà, donc ici on me demande justement par quel coefficient, hein, donc je vais calculer un coefficient multiplicateur, l'emploi dans le secteur tertiaire marchand a été multiplié entre 2000 et 2017. Donc première étape, c'est de repérer alors ça va être de regarder ce graphique. Donc je vous rappelle les principes quand on a affaire à un graphique. Surtout ne pas regarder les chiffres, ils ne servent à rien du tout au début. Première chose que je dois faire, c'est repérer le titre. Ici, le voici. Il est là. Donc, c'est le nombre d'emplois salariés. Donc je sais que les chiffres que j'aurai là, c'est des personnes salariées, c'est un nombre de salariés. Par secteur d'activité en France. Donc là, je vois que j'ai des indications pour ma formulation. Hein. Je sais que je parlerai donc de France. Ensuite, on me demandait le secteur tertiaire marchand entre 2000 et 2017. Ok, donc ici je prends secteur tertiaire marchand, c'est là, tac. 2000, c'est ici, 2017, c'est là. Donc je croise secteur marchand de 2000, il me faut ce chiffre. Ça, c'est le plus ancien dans le temps. Donc c'est celui qui me servira non pas de valeur d'arrivée, mais il me servira bien de valeur de départ. Et là, ici, 2017, dans la bonne ligne, c'est la valeur d'arrivée, la valeur finale de ma variable. D'accord. Alors, donc j'avais vu le titre, j'avais vu que donc dans les lignes, il y avait les différents secteurs d'activité, et dans les colonnes, c'était les dates. Petite précision tout de même, dans les secteurs d'activité, donc l'agriculture, normalement vous voyez, sylviculture, pour si vous ne savez pas, sylviculture c'est les arbres en fait, hein, tout ce qui est sylvain, sylvestre, tout ça c'est un rapport avec la forêt, avec les arbres. Voilà, donc là c'est la culture d'une essence d'arbres, du pin par exemple, du chêne, autre. Voilà, pour le reste, l'industrie, pas trop de difficultés normalement. La construction, c'est tout ce qui est bâtiment et travaux publics. Le tertiaire marchand, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est par exemple la Fnac, c'est Carrefour, c'est aussi le coiffeur. Donc c'est toute la production de services, mais qui est vendue sous forme marchande. Hein. Donc vous payez un prix, et ce prix permet de rémunérer l'essentiel des facteurs de production qui ont été utilisés pour le produire. En dessous, on a du tertiaire non marchand.
bah là, c'est le cas où on a accès à des services, mais ces services, soit ils sont gratuits, soit on paye un prix, mais qui ne couvre absolument pas les frais de production, en tout cas qui n'en couvre qu'une toute petite partie. L'essentiel du financement se fait alors non pas de manière marchande, mais par d'autres systèmes, donc, par exemple des impôts ou des dons selon les cas. Et donc par exemple, l'école, le lycée, c'est du tertiaire non marchand. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. On a aussi le secteur associatif, hein, c'est du tertiaire non marchand, pour faire simple. Voilà, en précisant que le tertiaire, quand je parle du tertiaire associatif, il s'agit non pas du bénévolat, qui là n'apparaît pas dans le PIB, mais de toutes les personnes qui, par contre, elles sont bien payées dans le cadre des associations, hein, donc ça peut être les secrétaires, ça peut être le défraiement des, des entraîneurs, par exemple, si c'est de l'associatif sportif ou des choses comme ça. Voilà, donc ici, on revient, moi ce que je devais mesurer c'était le tertiaire marchand en 2000-2017, il me manquait juste un élément à voir, c'était la source, et la source ici, elle est ici en bas, c'est INSEE 2018. Ok, donc là, il faut que je fasse des choses très compliquées, j'ai un calcul avec un gros chiffre là, et le but c'est aussi de se voir que peut-être on peut simplifier ce calcul et le calculer entre guillemets, enfin de tête en fait, de tête. Et là vous vous dites, c'est un peu compliqué, mais en fait pour faire ça, on va simplement utiliser un arrondi raisonnable. Donc quand vous faites des arrondis, attention, hein, faites des arrondis qui ont du sens. Et là, qu'est-ce que l'on voit en fait très vite? C'est qu'ici on a des millions, et on a ici 12 millions 200 000 ta. Bah, on peut dire que ça fait 12 millions, d'accord? Je vais garder le 12 là. Ici, on a 10 millions 200 000 ta, donc on voit que c'est assez proche, hein, voilà. Donc en fait, on se rend vite compte qu'on peut faire un petit arrondi rapide, 12 millions sur 10 millions. Et en réalité, le calcul devient donc 12 millions sur 10 millions, c'est-à-dire la valeur finale, ou la valeur d'arrivée ici, donc celle la plus tardive, on commence par la fin, par rapport à la valeur de départ, 10, et là, normalement, même si vous n'êtes pas très très bon en maths, 12 divisé par 10, vous savez que ça fait 1,2. Et donc le résultat, c'est que la valeur ajoutée du tertiaire marchand a été multipliée par 1,2 entre 2000 et 2017, selon des données publiées par l'INSEE en 2018. Et il manquait bien sûr à préciser que ça se passe en France, sachant que les dates, on les a déjà précisées dans la phrase, dans la formulation. Ok. Voilà, donc je vais vous donner après la formulation, si vous ne l'avez pas noté déjà. Ensuite, on continue. Là, on a une phrase, et le but, c'est de la compléter, puis on va la corriger aussi. Donc, on me dit cette fois, on est en 2017. Ok, donc 2017, je vais changer de couleur, on va se mettre en bleu, tiens, comme ça. Donc, je suis en 2017, donc 2017, c'est bien ici. Hop. Ok, ouais, je sais pas pourquoi il n'a pas mis par défaut, mais ok. 2017, c'est bien ici. On me demande de comparer le nombre d'emplois dans le secteur industriel et dans le secteur de la construction. Donc c'est industrie et construction. Donc, j'arrive pas à le mettre par défaut, je sais pas pourquoi, je sais plus comment on fait, c'est pas grave. Ici, le secteur industriel en 2017, il est là. Le secteur de la construction en 2017, il est juste en dessous. Ici, je ne peux pas faire le même genre d'arrondi, parce que vous voyez que ça exagérerait considérablement les choses si j'arrondissais à 3 millions sur 1 million. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit faire un arrondi plus loin, hein, donc par exemple à 31 sur 13, là, vous voyez que là on a 31, le chiffre qui suit c'est 3, donc c'est pas la peine d'augmenter, c'est pas la peine de passer à 32. Ici à 13, le chiffre qui suit c'est 4, donc c'est pareil, c'est pas la peine de passer à 14. Ça nous fait un arrondi plus raisonnable. Et donc là, ensuite, il faut chercher à voir 31 divisé par 13, qu'est-ce que ça donne, quoi. Okay, et si vous posez les choses assez calmement, vous verrez que 31 divisé par 13, voilà. Vous verrez que ça fait... ok, le truc me fait un peu chier, comme vous pouvez voir. Voilà, 31 divisé par 13, vous voyez que ça va faire... 13, je peux le rentrer déjà au moins 2 fois. Donc ça me fait 2 fois, ça fait 26
donc je fais 26, 31 moins 26, il va me rester 5, d'accord? Mais 5 c'est plus petit que 13, donc là j'arrive à ma virgule pour la division. Et donc là, ce que vous devez faire, c'est qu'il vous reste 6. Hein. Donc vous passez après la virgule, donc ce 6, vous lui rajoutez un 0. Ça fait 60 maintenant. Et vous regardez combien de fois vous arrivez à mettre 13 dans 60. Et vous voyez que ça fait à peu près, ça fait entre 4 et 5. Si vous faites 5 fois 13, ça vous fait 65. Alors vous cherchez à aller à 60. Et si vous, donc vous voyez que c'est un tout petit peu moins que 5. Et si vous faites 4 fois 13, ça vous fait 52. Hein. 4 fois 10, 40, plus 4 fois 3, 12. Ça fait 40 plus 12, ça fait 52. Donc vous voyez que c'est un peu plus que 4 et c'est un peu moins que 5. Voilà, donc là en gros à la louche, vous vous rendez compte que vous êtes à peu près à 2,4, 2,5 quoi. Okay, alors c'est un arrondi, hein, donc on sait que c'est pas exactement ça. Et d'ailleurs on va le voir. Le résultat, si vous le faites pile à la calculette, c'est de mémoire, c'est 2,333. Mais on voit que là on n'est pas très loin. Donc si vous mettez environ 2,4, c'est bon, vous n'êtes pas trop mal quoi. Okay, ou si vous mettez inférieur à 2,5, un petit peu légèrement plus bas que fois 2,5, ça passe aussi. C'est bon. Voilà, donc là c'était juste pour vous montrer qu'en fait tous ces calculs on peut les faire de tête sans faire des trucs qui sont impossibles. Hein. Enfin, j'espère que vous voyez que ça vous arrivez à le retrouver, hein, ce calcul que j'ai fait. Et sinon vous le faites à la calculette pour être certain. Donc on voit qu'on a trouvé 2,4, donc ici ça donnerait en 2017 le nombre d'emplois dans le secteur industriel est, disons, environ 2,4 fois supérieur au nombre d'emplois dans le secteur de la construction. Alors là, il manque quand même des choses dans ma phrase. Et si vous regardez un petit peu, vous dites, tiens, qu'est-ce qui manque Eh ben, on n'a pas précisé que c'était en France déjà. Ok. Et on n'a pas précisé notre source. Hein, et là, c'est bien l'INSEE, c'est bien des données publiées par l'INSEE en 2018. Donc là, en fait, cette phrase-là, il faudrait la corriger et ajouter selon des données publiées donc en 2017 en France, tout est bon. Et on rajouterait ici selon des données publiées par l'INSEE en 2018. Voilà. Alors, je vous affiche la correction ici. Hop. Voilà. Si jamais vous avez loupé quelque chose. Donc ici, les calculs qui sont précisés, c'est les calculs détaillés à la calculatrice. Hein. Donc si vous avez droit à la calculatrice, bah, vous les faites comme ça. Si vous pouvez aussi toujours les faire en approximation de tête. À ce moment-là, il faut quand même une approximation suffisamment correcte et justifiée. Et donc, voilà, vous voyez que là on est quasiment à 1,2, on est à 1,196, c'est presque 1,2. Et là, nous on avait trouvé un peu plus que 2,4. Bon, c'était lié au fait que là l'arrondi était moins déformé un petit peu plus le résultat, on l'a vu. Donc à ce moment-là, si vous voulez gagner en précision et que vous êtes bon en calcul, que vous faites un arrondi, vous essayez de le faire avec par exemple 3 chiffres. Okay, si vous voyez que ça nécessite un peu plus de précision, vous rajoutez un peu des chiffres et vous faites le petit calcul sur un petit bout de papier ou dans un coin. Normalement, ça se fait quand même assez rapidement. Vous verrez très vite que vous êtes... c'est plus, quand vous avez compris comment ça fonctionne, c'est plus long et ça vous déconcentre beaucoup plus de le faire à la calculatrice. Hein. Donc voilà, je vous encourage vraiment à garder la maîtrise du calcul mental. Voilà, ok. Alors là, vous avez les corrections. Cela dit, toujours pareil, quand je vous mets des éléments de correction ou quand je vous projette des documents, il faut toujours les regarder avec un petit regard critique. Il ne faut pas devenir non plus un coupeur de cheveux en quatre, mais il faut vérifier qu'il y ait tout, quoi. Là, par exemple, tiens, je vois cette formulation, est-ce que je la recopie bêtement Voilà, non. Si j'ai compris ce qu'il faut faire, je vois que là, il manque quelque chose. Donc, dans la première question, selon l'INSEE, le nombre d'emplois salariés dans le secteur tertiaire marchand en France a été multiplié par 1,196 entre 2000 et 2017. Bon, ok. Et en fait, il manque l'année de publication. Voilà. Selon des données publiées par l'INSEE en 2018, le nombre d'emplois salariés, tout le reste est bon.
Et voilà, donc pensez à toujours, quand je vous mets des corrections, elles sont parfois, je fais exprès de vous laisser une correction qu'il faut elle-même préciser pour que vous voilà, que vous ne soyez pas dans le copiage bête et méchant. Voilà, pour la synthèse, donc on rappelle, hein, un coefficient multiplicateur, à quoi ça sert? À mesurer par combien de fois un indicateur est le multiple d'un autre. On peut calculer à ce moment-là soit une évolution dans le temps, et donc la formule du coefficient multiplicateur, c'est donc à ce moment-là valeur d'arrivée ou valeur finale, divisé par valeur de départ ou valeur initiale, selon les formulations. Ça, c'est pour mesurer une évolution. Mais on peut aussi comparer des données à un moment donné. Donc là, on ne voit pas une évolution, on voit à un moment donné, tac, deux variables. Donc c'est la même formule, si ce n'est que cette fois, au lieu d'appeler ça valeur ajoutée, valeur d'arrivée et valeur de départ, on appellera la valeur mesurée par rapport à une valeur qui nous sert de référence. Voilà, donc le coefficient multiplicateur, c'est un simple multiple, donc il n'a pas d'unité, hein, c'est pas des euros, c'est pas des pourcents, etc. Ça, c'est une erreur classique. Vous avez fait votre calcul, vous avez un peu perdu en concentration, vous trouvez 8, et du coup vous dites ça a été multiplié par 8, et puis vous rajoutez pourcent, comme ça, pour vous faire plaisir. Sauf que non, ça n'a pas été multiplié par 8%, ça a été multiplié par 8 tout court. Voilà. Donc faites gaffe à ça, c'est une erreur qui arrive souvent hein, quand vous faites un coefficient multiplicateur, c'est juste un multiple, c'est tout. Voilà, on l'utilise plutôt quand les données sont au moins doubles, triples, quadruples, etc. Ou alors quand elles sont divisées par 2, 3, 4, 5. Sinon, quand on obtient des résultats qui sont 1, quelque chose ou 0, quelque chose, en général, on va privilégier d'autres types de calculs. Quand je dis 0, attention 0, si vous voyez que ça veut dire que ça a été divisé par quelque chose, voilà. Et si vous voyez que ça a été divisé par 2, 3, 4, là, bon, vous avez compris comment ça marche. Voilà. Mais si vous obtenez 0,75, là on sait que votre donnée n'a pas été divisée par 2 et on verra que, en fait, comment on calcule, ça baisse. Et donc là, ça donnerait du 0,75. Il vous manque 0,25 pour arriver à 1, ça veut dire que ça a baissé de 25%. On voit ça après. Voilà, bon, pour les formulations, la donnée qu'on cherche à mesurer a été multipliée par le résultat par rapport à la donnée qui nous servait de référence. C'est à peu près toujours comme ça qu'on le formule. Ok, c'est bon pour le coefficient multiplicateur. On passe à l'autre formule qu'on utilise beaucoup et qui complète le coefficient multiplicateur, c'est donc le taux de variation. Et on verra aussi rapidement le taux de variation cumulé, même si ça on n'insistera pas dessus. Alors ici, la formule est ici, vous l'avez là. C'est donc valeur d'arrivée, ou valeur mesurée, moins valeur de départ, ou valeur de référence, divisé par quoi? En fait, vous répétez, quand vous faites cette formule, vous répétez le dernier truc que vous avez mis, vous le répétez. Et c'est toujours pareil, on démarre par la fin, et on finit par le début, le moment initial, si on veut. Donc ça nous fait valeur d'arrivée moins valeur de départ, donc un écart, hein, ici on calcule un écart, divisé par la valeur de départ. Donc une fois qu'on a calculé cet écart, on fait le même calcul que pour le coefficient multiplicateur ou pour une proportion. Voilà. Et on met ça en pourcentage. Ok. Donc voilà, valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. VA moins VD sur VD, hein, vous apprenez ça, VA moins VD sur VD, vous le répétez 30 fois et ça devrait fonctionner. Vous pouvez aussi vous répéter, à défaut de valeur d'arrivée, vous pouvez aussi vous répéter valeur mesurée moins valeur de référence sur valeur de référence, et c'est pareil. Ok, donc voilà, on a calculé. Alors, le truc, c'est que je vous ai déjà dit qu'en fait, il y avait un lien entre notre taux de variation, là, et le coefficient multiplicateur. Et qu'on pouvait passer, en fait, assez facilement de l'un à l'autre. Alors, le truc étant, il ne faut juste pas se tromper. Le plus simple, c'est d'apprendre à le faire depuis le coefficient multiplicateur. Et à partir de là, vous pouvez, parce que c'est souvent le plus facile à calculer, le plus rapide à calculer, et à partir de là, vous pouvez toujours retrouver un taux de variation assez facilement. Et si vous avez un taux de variation, ben vous utilisez la même formule, vous simplement, votre inconnu, votre x, ça sera votre coefficient multiplicateur. Donc la formule, du coup, je me concentre que sur la partie de droite, du coup. Pour transformer un coefficient multiplicateur en taux de variation, comment on fait? Eh bien, on va prendre... la formule, elle est là. C'est
coefficient multiplicateur moins 1 fois 100. Okay, c'est-à-dire que le taux de variation, ça si on l'écrivait, ça voudrait dire que ici, c'est donc égal au taux de variation. On va l'appeler T var. D'accord ? Donc, CM moins 1 fois 100, c'est égal au taux de variation. Voilà. Et donc, si vous connaissez le taux de variation, votre inconnu, votre x, ça devient le coefficient multiplicateur, et donc vous faites votre calcul dans ce sens-là. Si c'est l'inverse, si vous avez déjà calculé un coefficient multiplicateur, eh bien, vous avez votre résultat ici, vous appliquez la formule et vous retrouvez de l'autre côté le taux de variation. D'accord ? Donc, j'espère que ça, c'est pas trop compliqué pour vous de faire ce genre de choses-là. Voilà. Donc, voilà, ici, on avait un exemple. On sait que le nombre de bacheliers a augmenté de 42% entre 1995 et 2017. Donc, je sais qu'ici, ça fait 42%. Donc, je cherche le coefficient multiplicateur. Et bien, pour l'obtenir, à ce moment-là, vous faites le moins 1, vous le passez de l'autre côté, ça vous fait plus 1. Ok, donc j'ai... pardon, d'abord, vous passez le fois 100 de l'autre côté. Donc, ça devient divisé par 100. Donc, ça n'est plus 42%, c'est 0,42. Ensuite, il y a le moins 1. Le moins 1, vous le faites passer de l'autre côté, il devient plus 1. Donc, ça vous fait 1,42. C'est-à-dire qu'une augmentation de 42%, c'est un coefficient multiplicateur de 1,42. Voilà. A l'inverse, si vous aviez calculé le coefficient multiplicateur, vous aviez votre 1,42. Eh bien, vous faisiez moins 1, ça vous donnait 0,42. Vous multipliez ça par 100, ça veut dire que vous décalez 2 fois la virgule. Donc là, vous aviez 42, et à ce moment-là, vous aviez transformé votre coefficient multiplicateur en taux de variation. Et vous pouvez dire que du coup, le nombre de bacheliers a augmenté de 42%. Entre, là, ici c'était 95 et 2017, selon des données de je sais pas qui. Ok ? Voilà. Donc pour vous simplifier, je vous redis, apprenez la formule à partir du coefficient multiplicateur et vous pouvez automatiquement retrouver l'autre formule pour vos besoins de calcul. Voilà, donc qu'est-ce qu'on tire de tout ça ? C'est que quand on est un petit peu pressé, qu'on fait les calculs, en fait, on peut se contenter de faire les coefficients multiplicateurs uniquement. Et de ce coefficient multiplicateur, si on a un résultat qui est compris entre 1 et 2 ou entre 0,5 et 1, eh bien on le transformera à ce moment-là en taux de variation. Et si on a un résultat au contraire supérieur à 2, ou un coefficient diviseur supérieur à 2, à ce moment-là on l'exprime sous forme de coefficient multiplicateur. Voilà. Alors, petit exercice d'application sur la base du taux de variation. Donc, on nous demande ici de calculer le taux de variation du nombre d'électeurs en France entre 2016 et 2017. Donc là, on va regarder notre tableau. Donc comme d'habitude, on se fout complètement des chiffres au départ. Première chose à vérifier, c'est le titre. Alors là, ça nous donne une évolution du nombre d'électeurs. Donc on sait qu'on aura soit des pourcentages parce que c'est une évolution, soit un nombre d'électeurs. Ok, donc là, on voit vite que c'est un nombre d'électeurs dans des régions et en France entière. Ok, donc ici, on voit qu'on a en effet des régions. Et ici, on a la France entière qui fait donc le total de toutes ces régions. Ici, dans les colonnes, on a des dates. On a 2016, 2017, 2018. Super. Ici, j'ai une source, c'est INSEE 2018. J'ai donc pas mal d'éléments. Je sais que ça se passe en France, je sais les dates dans lesquelles ça se passe, je connais ma source. C'est parti, je peux y aller. Alors, pour le premier calcul, on me demande de calculer le taux de variation. Donc là, j'ai en tête ma petite formule de taux de variation. Donc, soit c'est VA moins VD sur VD fois 100, soit je calculerai mon coefficient multiplicateur, c'est-à-dire juste VA divisé par VD, et j'oublierai pas de faire ma petite transformation pour retrouver un taux de variation. Donc on y va. Calculer le taux de variation du nombre d'électeurs en France entre 2016 et 2017. Donc c'est la France qu'on me demande, donc je vais être sur cette ligne. C'est entre 2016 et 2017, donc pour le moment 2018, on s'en fout. Ok, donc voici ma valeur de départ, voici ma valeur d'arrivée. Or, je me rappelle, quand je fais les formules, je démarre par la fin, donc j'y vais. 45 millions, blablabla, sur 44 millions, blablabla. Alors là, comme c'est des chiffres très proches,
il va de soi que là, on ne va pas s'amuser à faire un arrondi, parce que sur des chiffres très proches, un arrondi vous efface complètement toute variation. Hein. Donc là, c'est le genre de cas où, pour le coup, il faudrait vraiment pousser, voilà, essayer de pousser un petit peu le détail du calcul. Et là, c'est un résultat même tellement proche que ça vaut le coup de le saisir ici à la calculatrice. Voilà, en fait, il y a moyen de le faire sans calculatrice, hein, mais voilà, il faudrait que je vous le fasse au tableau. Là, on passe. Il faut calculer en fait ce que ça représente 1% et voir combien de fois il y a 1% dans l'écart en fait. Donc 1% c'est très facile à calculer. Hein. Votre repère il est là. Hein. Ça c'est votre valeur de référence. Pour calculer 1% de ça, eh ben, alors là vous voyez que les 3 zéros à la fin on pourrait les supprimer, ça ils ne nous servent à rien. Donc je pourrais calculer 1% de 44 855. Et qu'est-ce que c'est qu'1% de 44 855 ? Eh ben, c'est 448,555. Donc avec un petit arrondi, c'est 449 quoi. À chaque fois que j'ai 449 d'écart, ici c'est 1%. Donc ces 449, comment je vais m'en servir ? Eh ben, je vais prendre 45 754. Je vais lui faire la soustraction, je vais retirer 44 855. Il va donc me rester un petit écart. Ben, cet écart-là, je regarde combien de fois je peux mettre 449 dedans. Et à chaque fois que je peux mettre une fois 449, c'est 1%. Et donc là, comme vous verrez que vous pouvez le mettre deux fois, vous verrez qu'en fait, vous pourriez calculer de tête, du coup, qu'il y a, ici, ça fait 2% d'écart. D'accord ? Je vous ai dit, voilà, si je pouvais vous le faire au tableau, ça serait, je pourrais vous montrer comment on fait ça. Mais là, bon, on va dire qu'on le fait à la calculatrice. Alors, on a bien utilisé notre calcul. Valeur d'arrivée de nombre d'électeurs en 2017, moins valeur de départ, c'était ceux de 2016, divisé par valeur de départ, c'est-à-dire je répète le chiffre de ceux de 2016, et je multiplie par 100. Voilà, donc bien sûr à la calculette, les 3 zéros, vous pouvez les zapper hein, pour gagner du temps. Vous tapez donc 45 754 milliers, moins 44 855 milliers, divisé par 1, et ça vous donne à peu près 2%. J'ai mon 2%, je formule la phrase, donc, comme d'habitude. Entre, c'était 2016 et 2017, selon des données publiées par l'INSEE en 2018, hein, là il manque encore l'année de publication, le nombre d'électeurs en France a augmenté de 2%. Ok ? Alors maintenant, question suivante, on me demandait, sans l'aide de la calculatrice, il fallait que je donne le coefficient multiplicateur qui correspondrait à ce taux de variation. Et bien là, il suffisait d'utiliser la petite formule que je vous ai appris. Donc on se rappelle que Cm, que le taux de variation c'est Cm-1, il m'emmerde. Voilà. Donc Cm, hop là, moins 1 fois 100. Ok. Bon, c'est très chiant comme ça, j'aurais dû le taper avec le clavier, mais c'est pas grave. On va le faire d'ailleurs. Voilà, donc ça nous donnait, on ouvrait la parenthèse, coefficient multiplicateur moins 1, donc fois 100, c'était égal au taux de variation. Voilà, et donc là vous appliquez, votre taux de variation il fait 2%. Donc vous mettez là ce que vous allez chercher c'est celui-là, c'est le coefficient multiplicateur. Okay. Donc c'est parti, vous avez votre 2% ici, vous passez le fois 100 de l'autre côté, ça vous donne donc divisé par 100, donc c'est plus un 2 que vous avez, c'est 0,02. Vous faites ensuite le moins 1, vous passez ensuite le moins 1 de l'autre côté, donc il va devenir plus 1, ça vous fait 1,02. Et donc votre coefficient multiplicateur, c'est bien 1,02. Et en effet, une augmentation de 2%, c'est bien le fait c'est bien quand pour l'obtenir, vous multipliez bien la chose par 1,02. Voilà. Vous faites 44 855 fois 1,02, vous allez voir, vous obtenez à peu près ça. Voilà. Ok, donc voilà, petite formule à connaître hein, pour les contrôles, passer vite de l'un à l'autre et pour pouvoir
utiliser la formule du coefficient multiplicateur de manière en général et la transformer en coefficient, en taux de variation, ou la garder en coefficient multiplicateur selon ce que vous selon le résultat que vous obtenez. Voilà. Je rappelle juste que, attention, par contre, si vous avez ce genre de calcul là, où vous allez tomber sur des petits pourcentages comme ça, 1, 2%, et que vous voulez les faire de tête, à ce moment-là, il faut vraiment que vous utilisiez cette formule-là, parce que ce que j'ai fait là, ce que je vous ai expliqué, je prends le chiffre là, 44 000, je prends ma valeur de référence et je recherche à regarder ce que ça représente 1% de cette valeur de référence, et je vais comparer ça. Quand vous avez ce 1%, vous n'allez pas le comparer à ce chiffre-là, vous allez le comparer à l'écart entre ce chiffre et ce chiffre-là. Et c'est le nombre de fois où dans cet écart il y a 1% qui vous permet de savoir si vous êtes à 1, 2, 7, 12, 31%. Voilà. Quand vous faites ça, vous pouvez calculer assez précisément. Donc l'intérêt, c'est ça, c'est que de tête, on peut facilement calculer un chiffre à 1% près, quoi. Voilà. Avec cette formule. Mais quand vous faites ça, par contre, je le redis, attention, vous êtes obligé d'utiliser plutôt la formule du taux de variation, parce qu'il vous faut d'abord calculer l'écart entre les deux données, là. Donc il faut faire la partie du haut, là, c'est-à-dire nombre d'électeurs 2017 moins 2016, par exemple. Et c'est une fois que vous avez cet écart que vous allez le comparer pour voir combien de fois vous rentrez 1% de votre valeur, de celui-là, là, de votre valeur de départ. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, après, on avait une autre question. Le taux de variation entre 2017 et 2018. Donc là, c'est plus les mêmes données. On passerait à... donc, il faudrait que je supprime tout ce qui gêne, là. Hein. Là, on me demandait de comparer dans la deuxième question 2017-2018. Donc là, je regarde mon tableau. Rien de compliqué. Sauf que les données, c'est plus 2010, c'est plus 2016-2017, c'est 2017-2018. Et c'est en Île-de-France uniquement. Donc, on est reparti. Île-de-France, c'est ici. 2017, c'est donc ici pour l'Île-de-France. Et 2018, c'est ici pour l'Île-de-France. Or, qu'est-ce que je vois tout de suite? Là, je vois que ça a baissé. Hein. Vous le voyez, on était 7 219 000, il n'y a plus que 7 206 000. Donc, il y a une petite baisse. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va faire, cette chose-là? C'est que si je calcule un taux de variation ou un coefficient multiplicateur, je vais avoir un résultat qui n'est pas habituel. Si je calcule un coefficient multiplicateur, je vais avoir un coefficient multiplicateur plus petit que 1. C'est logique vu que ça a baissé. Si je calcule le taux de variation, je vais avoir un résultat qui, sur ma calculatrice, sera noté comme négatif. J'aurai moins quelque chose. Et c'est normal, parce que c'est une baisse. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, alors je sais que des fois ça perturbe parce qu'on est plus concentré, on se retrouve avec ce moins, puis soit on oublie de le mettre dans la réponse, soit on se dit ah mince, j'ai dû faire une erreur parce qu'on n'a pas fait attention. Et c'est aussi bête que ça. C'est juste qu'il y a une baisse et c'est tout à fait normal. Voilà. Donc ici, si on fait ce calcul, alors vous pouvez faire ici la différence. Ici, on peut la calculer de tête si vous regardez bien. On est passé de 72,19 à 72,06. Donc vous faites la différence entre 0,6 et 19. Hein, ça vous fait donc 13 000 ici. 13 000. Ok. Ces 13 000, le but c'est juste de savoir, tiens, du coup, ça représente quoi 1%. Alors 1% c'est même pas assez, là, il faudrait aller à 0,1%. Ça représente quoi 0,1% de notre valeur de départ. Donc je prends ma valeur de départ, que j'enlève les zéros, on s'en fout, hein, parce que c'est des milliers, on est à 13 000, on est en milliers, donc ok. Je regarde ce que c'est que, alors, 1% de ce chiffre-là, c'est donc je divise par 10, ensuite je divise par 100, 1% ça serait 72. Donc vous voyez que là 72 par rapport à 13, 13 c'est beaucoup plus petit que 72. Donc ça va pas. Je peux directement aller à 0,1%. Donc je vais aller non pas à des... Je vais pas juste diviser par 100, je vais diviser par 1000. Voilà. Et 7, maintenant j'ai mon 13 toujours, et je sais que chaque fois que je peux rentrer un 7,2 là, ça veut dire que j'ai 0,1%, d'accord, de baisse en l'occurrence, vu que c'est une baisse.
Et là, vous voyez qu'entre 13 et 7, on voit que c'est un peu moins de 2 fois. D'accord ? Donc on sait qu'on a un peu moins de 0,2% de baisse. Voilà, j'espère que c'est clair pour le calcul mental et que je ne vous ai pas fait peur ou perturbé. Et dans tous les cas, si vous vous sentez un peu perdu avec sa calculatrice et vous vous dites qu'il va falloir s'y mettre pour la suite. Voilà. Ça, c'est donc l'approximation de tête. On aurait même pu l'affiner un petit peu, mais c'est bon. On y va pour le calcul, cette fois, avec les formules toutes bêtes, hein, en appliquant à la calculatrice. Et bien à ce moment-là, le calcul, c'est donc valeur d'arrivée, donc 2018, ceux de l'année 2018, moins valeur de départ, c'est-à-dire ceux qui me servaient de référence en 2017. Je calcule l'écart en haut. J'obtiens mes 13 000, en fait. Je compare ces 13 000 à quoi? À la valeur de départ, qui me sert de référence. Hop, donc en fait ici, là, cette partie-là, ici j'ai 13 000, que je compare à quoi? À la valeur de référence. Je multiplie ça par 100. Normalement, si vous n'avez pas fait d'erreur, vous avez moins 0,18. Donc vous voyez qu'ici, l'ordre dans lequel vous calculez l'écart est important, parce qu'il va vous donner un résultat négatif. C'est important que vous l'ayez fait dans cet ordre-là et pas dans l'autre. Donc vous avez bien moins 0,18 et donc vous pouvez dire que le nombre d'électeurs en Île-de-France entre 2017 et 2018 a diminué de 0,18%. Selon des données de l'INSEE publiées en 2018. Voilà. Petite chose aussi, quand même, petit dernier point, c'est ça. Quand vous avez un résultat négatif, dans votre formulation, vous ne dites pas ça a baissé de moins 0,18 ou encore moins ça a augmenté de moins 0,18. Là, ça n'a aucun sens. Quand vous avez un résultat négatif, le moins, vous ne l'écrirez pas. Vous direz simplement dans votre formulation, au lieu de dire que ça a augmenté, vous direz tout simplement que ça a diminué ou baissé. Voilà. Faites très attention aussi à ce dernier point. Dans les questions, très souvent, on vous demandera comment telle chose a évolué. Quand on vous dit comment ça a évolué, vous aurez à choisir donc quel calcul vous allez utiliser. Un écart, un coefficient multiplicateur ou un taux de variation. Donc en général, ça sera surtout entre taux de variation et coefficient multiplicateur qu'on vous demandera de choisir dans l'exercice. Donc vous choisissez celui qui est le plus approprié. Mais la question porte le mot évolution. Dans votre réponse, vous ne répondez jamais évolution. Parce qu'une évolution, on ne sait pas si ça augmente ou si ça baisse. Donc vous devrez toujours préciser. La question c'est comment ça a évolué. Votre réponse c'est toujours ça a augmenté ou ça a baissé. Voilà. Voilà pour tous les points essentiels. Alors ici, normalement, on apprenait à faire des calculs de taux de variation cumulés. Donc on va le faire assez rapidement. Parce que ça ne sera pas au contrôle, mais c'est à comprendre quand même, d'autant que c'est là que vous allez voir l'utilité du lien entre taux de variation et coefficient multiplicateur. Voilà, donc pour calculer un taux de variation cumulé, c'est très simple, on va faire la somme, le produit de ces coefficients multiplicateurs. Donc ici vous avez le calcul, je ne sais plus où est la formule, la formule est là. Pour calculer un taux de variation cumulé, je fais tout simplement le produit des coefficients multiplicateurs de chaque période. Voilà, moins 1. Ok, et je multiplie ça par 100 parce que en fait un taux de variation cumulé, ça s'exprime, c'est un taux de variation, donc ça s'exprime en pourcentage. Voilà, donc pour vous donner un exemple, vous aviez donc l'exercice d'application. Donc toujours pareil, on a des chiffres avant de les regarder, on va regarder de quoi ça parle. Ça nous parle de la taxe carbone en euros par tonne de CO2, ok. Donc c'est une taxe qu'on paye, et vous la payez comment? Vous payez un certain nombre d'euros pour chaque tonne de CO2 que vous émettez. Et donc on regarde l'évolution de cette taxe en France entre 2014 et 2018. Alors, le tableau, on a bien dans les colonnes des dates, 2014-2018, c'est bon. On a tout d'abord un montant en euros par tonne de CO2, ça marche, donc ça c'est des euros, 7 euros, 14 euros, 22 euros, tatati. Okay. Ensuite, on a l'évolution en pourcentage, c'est-à-dire c'est le résultat du calcul d'un taux de variation. Donc par exemple ici, pour obtenir ce 107,14, comment on a fait? Eh bien on a fait valeur d'arrivée moins valeur de départ, donc ça nous a donné 14,5 moins 7,
ça nous donne 7,5, divisé par, donc ce 7,5 est divisé par quoi? La valeur de départ, c'est-à-dire 7. Donc on a 7,5 divisé par 7, et ça nous donne 107,14%. Voilà. Ok, super. Donc ce 107,14%, on voit que ça a doublé en effet, qu'on a bien ajouté plus que 100%. J'étais à 7, j'ajoute 100% de 7, c'est-à-dire j'ajoute à nouveau 7, ça me fait 14, et vous voyez qu'il me manque encore un petit peu, donc il faut un peu plus qu'ajouter 100%, il faut ajouter 107,14% à ce 7-là pour arriver à celui-là. Donc on voit que ça a doublé, et en effet, quand quelque chose augmente de 107%, eh bien c'est qu'il a été multiplié par 2,0714, vous voyez que ça se recopie. Et en effet, si vous reposez la fameuse formule qu'on a vue tout à l'heure, que le taux de variation c'est égal au coefficient multiplicateur moins 1 multiplié par 100, eh bien vous retrouvez bien ça. Si vous avez un taux de variation de 107%, eh bien vous le divisez par 100 tout d'abord, donc ça vous fait 1,07. Le moins 1, vous le passez de l'autre côté, ça vous fait plus 1. Donc ça vous fait 2,07, et vous pouvez dire que le coefficient multiplicateur, c'est bien 2,0714. Voilà. Voilà, et donc moi l'idée, c'est ce que je vais chercher, vous comprenez, à la fin, c'est de savoir quel est le taux de variation cumulé entre 2014 et 2018. Donc j'ai deux manières de le calculer en fait. Je pourrais tout à fait calculer directement le taux de variation avec la formule entre la formule classique entre 2014 et 2018, et donc ça me ferait valeur d'arrivée 44,6 moins valeur de départ 7. Ok, donc là je calcule mon écart, puis ce résultat je le divise ensuite, je le rapporte à 7, donc divisé par 7, et ça me donnerait un résultat qui serait directement le taux de variation cumulé sur la période. Mais le but c'est aussi de savoir qu'on peut le calculer en faisant le produit des différents coefficients multiplicateurs, c'est-à-dire qu'on peut aussi trouver ce chiffre en faisant 2,07 fois 1,51, enfin tout ça, fois 1,38 fois 1,46, tatata. Donc je fais ce résultat-là. Ce résultat-là, je lui applique la formule qui me permet en fait là j'obtiendrai quoi? Un coefficient multiplicateur cumulé. Et bien en fait il suffit de retransformer ce coefficient multiplicateur cumulé en toute cette fois taux de variation cumulé, et donc on appliquerait notre formule, et ça nous donnerait donc coefficient multiplicateur cumulé, la multiplication de tout ça, moins 1 pour commencer, multiplié par 100, et tac, j'obtiendrai quoi? Eh bien mon taux de variation cumulé. Donc c'est ce qu'on fait là. Voilà, donc vous faites l'opération là, tac. Donc vous faites toutes les multiplications. Alors bien sûr, ce genre de multiplication là, vous ne pouvez pas les faire de tête, hein. C'est évident que ça vous le faites soit à la calculatrice, soit a priori ce genre de formules, c'est des formules qu'on utilise sur des tableurs informatiques, Excel par exemple, et vous programmez la formule de sorte que quand les cases où il y a le coefficient multiplicateur et tout ça se complètent, eh bien ça vous calcule automatiquement le taux de variation cumulé. Comme ça. Voilà. Voilà, et donc la formulation de la chose, eh bien, alors là vous avez vu quand même qu'on a une source qui n'est pas habituelle, c'est pas le même genre de source que d'habitude. La source c'était Le Monde, qui est un journal, donc là c'est la version en ligne du journal, et c'est un article du Monde de décembre 2018. Et on a même le titre de l'article en question. Et donc ça nous donnerait ici, entre 2014 et 2018, le montant de la taxe carbone par tonne de CO2 a augmenté de, donc on obtient 537%, hein, donc de 537%, selon des données publiées, publié dans un article du Monde de décembre 2018. Voilà. On nous demandait de calculer le taux de variation directement, hein. Donc je vous ai dit, ce taux de variation cumulé, c'était en fait en faisant le cumul de tout cela. Donc j'avais les taux de variation, il fallait d'abord les transformer en coefficient multiplicateur, et les coefficients multiplicateurs, je faisais un coefficient multiplicateur cumulé, puis du coefficient multiplicateur cumulé, je transformais ça en taux de variation cumulé. On pouvait aussi calculer directement le taux de variation comme je vous l'ai dit au départ, et ça nous donnait
quasiment le même résultat. Alors, je ne sais plus pourquoi, je crois qu'il y avait une erreur d'arrondi sur un des chiffres, je ne sais plus pourquoi, mais normalement, vous tombez sur exactement le même résultat ou un résultat très proche en cas d'arrondi. Voilà. Voilà, donc j'espère que donc, du coup vous avez maintenant compris les différentes subtilités pour le calcul d'un coefficient multiplicateur et d'un taux de variation. On se rappelle qu'est-ce que c'est qu'un taux de variation pour terminer. Eh bien, ça nous permet cette fois de mesurer une évolution, mais cette fois en pourcentage, hein, pas en multiple, et pas en point de pourcentage non plus. Une évolution qu'on exprime en pourcentage, ou ça nous permet de faire une comparaison relative en pourcentage. Évolution, c'est quand on compare l'évolution d'une donnée dans le temps. Une comparaison, c'est au contraire quand on est à un moment donné et que je compare le nombre de personnes qui travaillent dans tel secteur et le nombre de personnes qui travaillent dans tel autre secteur, par exemple, à un moment donné. Voilà, donc la formule est la même, hein, c'est valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. N'oubliez pas de résoudre d'abord l'écart avant de faire la division, bien sûr. Donc c'est valeur d'arrivée moins valeur de départ. Hop, je fais mon calcul. Divisé par valeur de départ, je fais la deuxième étape de mon calcul. Et ensuite, je transforme ça en pourcentage. Si c'est une comparaison, c'est la même formule, sauf qu'au lieu d'appeler valeur d'arrivée et valeur de départ, c'est la valeur qu'on cherche à mesurer par rapport à une valeur de référence. Donc ça donne valeur mesurée moins valeur de référence sur valeur de référence fois 100. Et voilà la formule. Si vous voulez faire un cumul, par contre, vous vous souvenez qu'il faut passer par les coefficients multiplicateurs. Donc on multiplie les coefficients multiplicateurs de chaque période pour avoir le coefficient multiplicateur cumulé. Ce coefficient multiplicateur cumulé, on lui retire 1 et on le multiplie par 100 pour transformer un coefficient multiplicateur en taux de variation. Et donc on a à ce moment-là retrouvé un taux de variation cumulé. Voilà. Les petites erreurs, donc on se rappelle, un taux de variation, ça s'exprime bien en pourcentage cette fois, donc cette fois il faut bien préciser un pourcentage. Il faut faire attention donc quand vous faites le calcul à bien multiplier par 100, parce que des fois on fait VA moins VD sur VD, puis on oublie de multiplier par 100. Parce qu'en fait, avec l'habitude, quand vous ferez ce genre de calcul, la calculette, vous ne ferez pas le fois 100. Vous faites votre calcul, vous obtiendrez 0,13. Bah, vous, dans votre tête, vous multiplierez par 100 dans votre tête et vous savez que ça fait 13%. Voilà. Donc faites gaffe de ne pas oublier à faire le x100 dans votre tête ou sur la calculette, peu importe. Ensuite, faire attention à bien distinguer l'évolution en pourcentage qui est obtenue par le calcul du taux de variation. Et il faut bien distinguer ça de l'évolution en points de pourcentage qu'on obtient en faisant un écart absolu sur des données en pourcentage. D'accord ? Voilà. Ensuite, se rappeler qu'on préfère calculer plutôt un taux de variation quand les données qu'on compare, elles ont moins que doublé ou moins que été divisées par 2. Quoi. Voilà, donc elles ont été divisées par 1,3 par exemple. Bah, là, à ce moment-là, on préférera utiliser un taux de variation. À l'inverse, si c'est multiplié par 2, 3, 4 ou divisé par 2, 3, 4, on utilise plutôt un coefficient multiplicateur plutôt qu'un taux de variation. Hein, pour éviter une confusion toute bête, vous avez vu tout à l'heure, on a une donnée qui a augmenté de 100%. Okay. Et ben 100%, ça veut dire que ça a doublé, en fait. Et en fait, il y a un côté contre-intuitif qui fait que si je vous dis que quelque chose a augmenté de 200%, par exemple, vous avez envie de me dire qu'il a doublé, alors qu'en fait, il n'a pas doublé, il a triplé. Et donc voilà, c'est pour ça, c'est pour éviter ce genre de confusion qu'on utilise vraiment le coefficient multiplicateur quand ça a été multiplié par 2, 3, 4, et qu'on évite d'utiliser à ce moment-là des taux de variation parce que ça peut être un peu moins clair. Ça peut générer de la confusion entre le taux de variation et ce qui serait un simple calcul de proportion. Parce que voilà, je le précise, pas pour vous perdre, hein, mais pour bien vous faire saisir pourquoi ça peut générer une mésentente. Eh bien, quand vous avez une donnée qui a doublé en taille, eh bien, elle a augmenté de 100%, mais du coup, cette donnée représente 200% de l'ancienne. En effet, elle représente les 100% de l'ancienne plus 100% d'augmentation. D'accord ? Donc le taux de variation, ça vous donne 100%, mais si vous calculez la proportion, ça vous donne 200%. Et donc voilà, pour éviter la confusion entre ces deux-là, eh ben, quand ça a doublé, plutôt le coefficient multiplicateur, quand ça a moins que doublé, plutôt le taux de variation. Voilà. Et on se rappelle, attention, même si dans la question il y a marqué évoluer, eh bien dans votre réponse, il n'y a jamais le mot évoluer. Hein, on ne dit pas la donnée a évolué de X%, ça ne veut rien dire, parce qu'évoluer, on ne sait pas si ça monte, si ça baisse. Donc vous dites toujours si ça diminue
ou si ça augmente. Et quand ça diminue, c'est pas la peine de mettre le moins. Quand vous dites ça a diminué de 13%, c'est pas la peine de dire, enfin on dit pas ça a diminué de moins 13%, ça veut rien dire non plus. Si ça a diminué, c'est pas la peine de mettre le moins. Voilà, voilà pour cette très longue séance sur ces deux calculs qui sont importants et qu'il faut connaître et qu'il faut maîtriser pour les SES. Bonne fin de journée à vous.